Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Eh bien bonjour Léo, moi c'est Luc. Rapidement pour me présenter, du coup, moi je suis chef de projet RH chez l'Étincelle RH. Du coup j'accompagne en gros des clients sur tout un tas de problématiques qu'ils vont avoir au niveau du développement RH. Donc ça va de la marque employeur à la QVT, en passant par bref tout un tas de sujets RH. Et auparavant moi j'ai 3 formations puisque j'ai une formation sur la partie RH, une formation au management que j'ai passée au Canada et je suis un fou des masters, mais en fait j'étais repassé un en communication RH à Paris à l'EFAP. Du coup, tu as 45 ans et tu cumules les masters. Exactement, je suis vieux. Est-ce qu'on est vieux à 45 ans? Non, on n'est pas vieux à 45 ans. On est jeune. On est en plein force de l'âge. Exactement. Parfaitement. C'est le l'âge parfait. Très bien. Et ravi du coup de t'avoir dans le micro, derrière le micro de Tam Tam. En plus, on a une vue splendide aujourd'hui. C'est quand même pas mal. T'as vu, je fais ça bien de trouver des lieux avec une vue magnifique. On aura un coucher de soleil qu'on n'aura pas parce que comme on est à Paris et qu'il fait tout nuageux, il n'y a pas de coucher de soleil joli. Le brouillard. Le brouillard, exactement. Mais du coup, on va enlever les gens du brouillard qui nous écoutent sur un sujet qui est le sujet de l'onboarding. Cette transition était extraordinaire. Magnifique. Le thème du jour, c'est donc ça parce que c'est un sujet souvent qu'on oublie où on recrute, on fait une offre et après on se dit bon, ça y est, c'est la fin, je lâche mon bébé. Premier sujet qu'on va aborder ensemble et c'est vraiment le thème du jour, c'est donc ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on fait une offre? Et souvent, il y a des gens qui disent que le recrutement s'arrête là. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Les gens qui te disent c'est bon, j'ai fait une offre, c'est plus mon problème. Eh bien, je suis pas forcément d'accord. Moi, en fait, je pense que finalement, presque le plus important, il démarre après qu'on ait fait l'offre et après que la personne l'ait acceptée. Parce qu'en fait, tout ce processus qui va s'en suivre pour les gens qui ont accepté l'offre va être super important puisque c'est le moment où tu viens les fidéliser et tu fais en sorte en fait qu'ils restent avec toi déjà jusqu'au bout et jusqu'à l'acceptation. Des fois, il y a des préavis qui sont plus ou moins longs. Et ensuite, il y a tout ce moment un peu d'acculturation où tu vas déjà commencer à rentrer dans la boîte, mais de manière un peu détournée et qui fait que derrière, en fait, tu y restes. Donc le sujet est pour moi hyper important à ce niveau-là. Et donc on en parlera après, mais le recruteur en effet ou la recruteuse a vraiment un rôle après de garder ce lien avec les gens. Et un des écueils principaux, ça m'est arrivé à quasiment chacun de mes jobs, c'est on te fait une offre et ensuite t'as le fameux la période de préavis de 3 mois qui fait qu'aujourd'hui le marché du travail est genre un peu relou en France parce que justement tu peux pas avoir les gens que tu recrutes tout de suite. Et souvent c'est on parlait de brouillard, c'est ça, il y a rien, il se passe rien entre ces 3 mois. Et toi qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 mois? À partir du moment où il y a une offre et la personne arrive, c'est quoi tes conseils? En fait, je pense que le plus important, c'est de montrer qu'on est présent, et c'est ce que font pas forcément les recruteurs ou les managers qui ont derrière, fait la proposition. On est dans une période où les gens ils vont facilement ghoster ou ils vont facilement fuir entre guillemets parce qu'il y a d'autres propositions, parce que les profils qui sont en tout cas très bons et vont avoir une tendance à être très chassés. Et du coup, cette manière de se montrer, elle peut être hyper variée. Tu peux être sur, nous chez nous, on pratique énormément l'appel. On se dit qu'on appelle vraiment les candidats qui ont accepté une offre et qui vont rentrer chez nous derrière. On prend du temps avec au téléphone parce que on trouve que ce qui est plus qualitatif, mais ça peut être un mail, ça peut être un SMS, il y a plein de manières de garder le contact, mais en tout cas l'important c'est de garder une récurrence dans les actions et de pas se dire en fait je vous lâche pendant 3 mois et puis on se retrouve au moment du premier jour et de la première semaine. Tu dis un mail, un appel, c'est pas qu'un seul en 3 mois. Et toi c'est quoi la fréquence que tu pourrais conseiller à une boîte qui a besoin de faire ça? Je pense que déjà la période d'un mois elle est un mois pour moi ça me paraît déjà pas mal, ça me paraît déjà assez important. Donc un mois avant l'arrivée? Tous les 1 mois, tous les 1 mois, seconde préavis, parce que t'as des préavis qui sont de l'ordre de 2 mois, t'as des préavis qui sont de l'ordre de 3 mois. Tous les 1 mois, donner un peu des nouvelles, de dire comment tu te sens en ce moment, comment ça va, est-ce que t'es au clair avec tout, est-ce que t'as envoyé tous les éléments, est-ce que t'as besoin de qu'on te rassure sur certains points. Dans ce cas-là, on s'appelle, on en discute. Ça permet juste d'avoir un rappel au fait j'existe. Et déjà ça c'est hyper important, je trouve.
Ok. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller même plus loin là-dessus et faire aussi des choses alors si les gens sont dans la même ville en présentiel, tu vois genre inviter à des événements, c'est tu vois, un truc, je suis curieux d'avoir ton avis, mais chez Choco, on invitait les gens au séminaire avant même qu'ils arrivent, on invitait les gens à des réunions d'équipe des fois de temps en temps, et en fait les gens venaient dans les locaux avant même d'être salariés, et du coup c'est une bonne manière aussi de se dire vas-y, j'ai fait le bon choix. Est-ce que tu recommandes ça? La partie séminaire, je trouve ça hyper courageux, parce que pour une personne qui vient, ouais, des fois elle se retrouve face à des trucs où elle se dit waouh, ok, d'accord, c'est ça. Ça passe ou ça casse. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Il y a un peu un côté défi. Par contre, le fait de se voir en présentiel pour boire un café ou prendre le temps ensemble, bah, c'est forcément plus qualitatif. Alors, ça demande aux candidats de se déplacer. Peut-être que la proposition peut être faite d'eux sans forcer trop la main. Mais je trouve effectivement l'idée super intéressante de se dire on va se voir en vrai, on va continuer ce lien, mais de manière hyper réaliste et hyper tangible. Ouais, effectivement, c'est hyper intéressant. Ok. Et c'est aussi du coup la période que tu as donc avant que la personne arrive pour préparer son onboarding. Donc t'as le pré-boarding avant que la personne arrive, c'est ce qu'on vient de dire, mais tu as aussi la préparation de l'onboarding en plus du pré-boarding. C'est compliqué, hein, tous ces mots anglais, ces notions. Et du coup, quand les gens arrivent, toi, c'est quoi selon toi vraiment les ingrédients à préparer côté du coup entreprise qui accueille quelqu'un? C'est quoi vraiment les choses qu'il faut avoir pour se préparer à l'onboarding d'une personne? Bah, déjà dans la partie pré-boarding, je pense qu'il y a des choses que tu peux mettre en avant et qui sont pas forcément de l'ordre du contact. Typiquement, tu peux déjà transmettre des informations sur je sais pas, la culture d'entreprise, sur des choses qui se font, des choses qui se font pas, bref, peut-être des actualités via la boîte. C'est en fait, pour moi, cette partie-là, elle est aussi de faire rentrer les gens dans une culture d'entreprise, et du coup il faut leur donner de l'information et il faut pas attendre qu'ils arrivent pour qu'ils la découvrent. Du coup tu peux déjà commencer à les projeter là-dedans. Et après, au-delà de ça, t'as aussi une fonction qui est de rassurer. Je repense à ces phases un peu de stress quand tu vas arriver et que tu te dis mais en fait qu'est-ce qui va se passer durant ces premières journées, devant ces premières heures, où est-ce que je vais arriver, je vais manger quoi, bref, je pense que toute cette phase là elle est hyper importante pour aussi prendre le temps de rassurer la personne qui va arriver. Et du coup ça peut passer par simplement un temps d'information autour de pour prendre le bus tu veux le prendre comme ça, si tu veux prendre ta voiture on a un parking qui est là, c'est des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais honnêtement quand on a un impact de dingue chez les gens, quand on accompagne des clients, des fois il y a ce côté on a l'impression qu'on fait tout bien et en fait on se dit mais les collaborateurs eux ils le ressentent pas ça quand ils sont arrivés, en tout cas ils ont eu cette phase de stress. Ouais, t'envoies du coup des éléments, et bon, évidemment pas des éléments confidentiels avant, mais du coup tu peux commencer à envoyer des choses. Par exemple, tu vois, est-ce que, je sais pas, toutes les boîtes qui ont des notions internes, en tout cas des bases de données sur la boîte, est-ce que du coup tu penses que ça peut être transmis des éléments qui sont, pas vraiment confidentiels, mais qui parlent en gros de la boîte, ce que t'as à l'onboarding, ça peut en fait être envoyé avant, c'est ce que tu dis quoi. Le livret d'onboarding pour moi, il est pas obligatoirement arrivé après, tu vois. Okay. Typiquement, on peut l'envoyer avant, on peut se faire un truc qui est un peu réduit. Alors, je pense qu'il faut réfléchir ses contenus en fonction de la place qu'ils ont dans l'onboarding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livret d'onboarding, dans la plupart des boîtes en tout cas, va être un truc de 30 pages avec énormément d'informations. Peut-être qu'il faut réguler ces informations, faire en sorte qu'il y ait un peu un extrait, mais le plus intéressant pour la personne qui va arriver. Et pour ça, je pense que tu peux les transmettre, tu vois, au bout de 2 mois, 1 mois avant que la personne elle arrive, si t'as 3 mois de préavis, du coup tu lui transmets ça et ça lui permet derrière d'être hyper rassuré sur en fait voilà ce qui va m'arriver et j'en suis conscient et c'est mieux comme ça. Trop bien. Du coup, ça, c'est ce que tu fais avant que la personne arrive. Et le jour J, c'est quoi que tu as dans ta recette d'onboarding? Qu'est-ce que tu dois t'assurer pour que ça soit prêt en fait le jour J? C'est qui les parties prenantes? Comment ça marche? La fameuse task list, la fameuse task list qu'il faut prévoir effectivement, histoire de rien oublier. Je pense qu'elle est hyper importante. Nous, on l'a mis en place et je la trouve plutôt intéressante. La première chose, je pense, c'est de faire en sorte que la personne elle soit bien occupée. Tu sais, on a cette tendance t'arrives sur un poste et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est hyper intéressant de se poser la question de comment on va occuper la personne pour qu'elle connaisse un maximum de personnes, qu'elle fasse un maximum de rencontres et des interlocuteurs qui ont un intérêt pour elle forcément. Donc de bien sécuriser cette partie-là, je trouve ça essentiel. Après la préparation du bureau, mais ça on le fait plus, hein. Enfin on en parle plus, mais ça reste quand même hyper important. Mais tu mets des petits cadeaux dessus par exemple. Tu mets un petit cadeau, nous on met des chocobons parce que c'est notre ADN, on met un petit paquet de chocobons. Ton ADN c'est le chocobon. Notre ADN c'est le chocobon. Moi surtout le mien pour le coup, je me nourris essentiellement au chocobon. Très bien. Mais cette préparation un peu du bureau, elle est cool aussi. Et après c'est, je pense, de prendre le temps bien le matin de rassurer aussi. C'est-à-dire que la personne elle arrive, tu la lâches pas directement dans le bain en mode va voir lui. Prenons le temps d'échanger, on prend un café, on discute. Nous on a une pratique qui est la première arrivée en tout cas, on va boire un café tous en équipe, on réunit toute l'équipe autour d'un café. Comme ça la personne déjà ça casse un peu la glace et puis ça la rassure aussi sur le côté où j'arrive dans un groupe qui est pas complètement fermé, les gens sont pas à leur poste en train de bosser.
T'as besoin d'avoir en fait ce côté humain à l'arrivée, et souvent c'est un peu la partie d'onboarding qui va être des fois oubliée. Les gens vont penser à faire, je sais pas, on parlait tout à l'heure de LMS où t'auras du coup des programmes d'onboarding, t'auras ça, t'auras ton matos, mais du coup t'as pas ce côté genre humain en mode en fait, faut que le premier jour, faut que tu te sentes vraiment comme la personne la plus importante de la boîte quoi quand t'arrives. Et puis moi j'aime bien dire, tu sais, le premier jour c'est presque, t'as même pas besoin de toucher à ton ordi, tu dois juste rencontrer des gens. Ouais, t'es pas censé et t'en as même qui poussent ça jusqu'à plusieurs semaines. T'as des boîtes où l'onboarding des fois dure une semaine entière, voire 2. Et en fait, pour le coup, tu sais tout sur la boîte, tu connais tout le monde, et en fait, on te demande rien en termes de travail à faire pendant 2 semaines. Ouais. C'est peut-être un peu trop, après ça dépend des boîtes. Ça dépend de ton métier, je pense aussi, de ce que tu as à faire. Si tu as un rôle qui est hyper transverse, ça va être hyper intéressant de prendre le temps de bien connaître tes interlocuteurs avec qui tu vas bosser. Là où si tu as un rôle super opérationnel, ça va peut-être un peu changer, mais je trouve intéressant de se dire ne poussons pas les gens à directement bosser, à être en prod. Prenons le temps d'abord de bien les acculturer et au groupe et à l'entreprise de manière générale. Et derrière, en fait, ce ne seront que plus productifs, et en plus, tu vas réussir à les fidéliser, ce qui est peut-être pas le cas si tu les mets directement à la prod. Ok. Ça peut changer. Ouais, c'est vrai. Et en fait, à ce côté-là, ce que tu dis, c'est intéressant, le côté fidélisation. Quand on a préparé l'épisode ensemble, tu m'as dit que un des liens, toi, qui te plaisait, l'importance de l'onboarding, c'est parce que c'est la première acte de culture que tu veux faire. Alors moi, du coup, j'irais un poil plus loin et je dirais que le process de recrutement, en fait, est ton premier acte de culture, parce que du coup, tu montes ta culture via comment tu traites les candidats. Mais admettons qu'on oublie le recrutement et qu'on part où du coup, tu arrives à l'onboarding. C'est quoi pour toi le lien entre l'onboarding et la culture de boîte? C'est l'engagement du coup des gens qui est lié à la culture. Je pense que c'est intéressant de se dire que tu participes à un projet collectif, et pour moi aujourd'hui c'est toute la dimension du sens que tu mets dans ton travail, et en fait le sens il passe aussi par ce projet collectif que tu mènes avec la boîte, avec les autres collaborateurs. Et en fait on va avoir besoin dans l'onboarding et dans le pré-boarding aussi peut-être de se dire comment on va réussir à projeter la personne et à la faire s'associer entre guillemets au projet d'entreprise. Et c'est hyper intéressant de te dire que à ce moment-là il peut te permettre en tout cas de dispenser différents points sur cette culture d'entreprise et de venir en parler en fait de manière un peu tacite, parce que une acculturation c'est pas tiens prends un book qui t'explique la culture et tu deviens la culture. Ça se vit, c'est un truc qui est pas forcément trop palpable donc. Ok. Est-ce que tu as j'ai pas mal de gens qui écoutent qui sont très data driven et qui aiment bien les chiffres. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager sur l'onboarding? Est-ce que tu en avais préparé ou est-ce que pas du tout? J'en avais noté quelques-uns parce qu'il y en a des plutôt cool. Moi j'avais noté le premier chiffre qui était de 7 000 € pour un onboarding raté. Ok. Souvent on dit beaucoup plus pour les recrutements ratés, mais là c'est l'onboarding. Du coup, c'est pas pour le coup pour l'onboarding. Alors il y a une part de recrutement parce que forcément t'es obligé d'en relancer un. Le début quoi. C'est pas si tu te trompes en gros au bout de 3-6 mois où là du coup en effet c'est plus cher parce que tu te rends compte plus tard. Non, là c'est quand tu rates l'onboarding. Okay. On est vraiment sur si tu rates ton onboarding, tu vas être obligé de relancer ton recrutement, tu vas repasser du temps à la formation, etc. Donc en fait il y a un coût qui est énorme, et le fait de bien prendre le temps d'accueillir la personne et de bien l'intégrer, en fait il y a déjà une économie de coût qui est dingue. Et le deuxième chiffre que je m'étais noté, c'était le fait que 80% des nouvelles recrues, elles prennent la décision de rester dans l'entreprise au cours des 6 premiers mois. Et en fait, je trouvais le chiffre dingue de me dire, en fait, ces 6 premiers mois qu'on bâcle parfois, ou qu'on a tendance à se bâcler, en tout cas, en fait, ils sont essentiels si tu veux éviter ton turnover et si tu veux faire en sorte que les gens ils soient motivés par ton projet. En fait, c'est le moment de mettre un peu les bouchées doubles. Et c'est intéressant qu'il parle des 6 premiers mois parce que du coup, c'est les 6 premiers mois après lesquels tu es rentré. Mais toute la partie avant, pour moi aussi, elle est tout aussi importante pour faire en sorte que ça se passe bien derrière. T'as vécu toi du coup des onboarding dans des boîtes où alors t'es pas obligé de les nommer, où du coup tu t'es dit avant 6 mois qu'est-ce que je fais là quoi? Ouais, j'en ai vécu. Et c'était quoi du coup qui était raté, tu penses? Moi, je pense que c'est vraiment ces premiers jours déjà la partie pré où il y avait aucune information est déjà essentielle. Moi, je me rappelle d'un onboarding que j'avais fait où j'avais eu un call pour me dire ok, ton contrat est validé, c'est bon, on te renvoie les éléments. J'avais eu des échanges avec le RH et derrière, le seul moment où j'avais revu des gens, c'était à mon premier jour. J'avais été accueilli, donc ça c'était vraiment cool. Mais par contre, tu te retrouves derrière ton ordi dès l'après-midi et tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on m'a pas dit en fait, donc quelqu'un peut m'expliquer, peut-être il y a un truc. Donc ce premier temps qui est de rassurer, j'étais pas du tout rassuré en arrivant, ce qui je pense m'a pas mis en confiance. Bien sûr. Et derrière cette première journée, elle était catastrophique, ce qui fait que tu te dis mais il va falloir que moi j'y mette du mien entre guillemets parce que les autres l'entreprise en tout cas a pas mis du sien là-dedans. Et c'est terrible parce que tu vois, je sais pas, tu t'imagines quand tu fais dans l'épisode avec Elodie, on s'est parlé avec la relation amoureuse, mais du coup ton premier date, tu t'imagines pas en fait de donner la meilleure version de toi-même. Justement, tu t'imagines pas de donner la pire version de toi-même. Tu fais toujours le mieux pour impressionner au début. Bon, quitte après à montrer finalement t'es pas celui ou celle que tu montrais au début, mais tu fais tout pour l'être. Et là, souvent dans l'onboarding, on oublie ce sujet-là. Et le premier jour, du coup, c'est le pire des jours. Et ce que tu dis sur ton premier jour, c'est un des stages que j'avais fait. Je crois que j'en ferai, je pense, toute ma vie où
je suis arrivé à 9h et les gens m'ont dit bah, ton ordi n'est pas arrivé et du coup il faut quand même que tu travailles. Donc en fait, est-ce que tu peux rentrer chez toi, prendre ton ordi perso et le ramener? Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Du coup, moi, bon stagiaire que je suis, je fais mon heure de trajet. Donc je arrive, il est 11h du coup. Et ils font bon, bah très bien, bah c'est bon, tu peux y aller. Et je me dis, tu peux y aller de quoi? Bah, fais un TRH, quoi. Tu sais, on t'a pris parce qu'on n'avait pas de RH, donc fais tes trucs. Et ah oui, puis le patron viendra peut-être te voir demain ou la semaine prochaine pour te dire quoi faire. Mais du coup, je fais quoi d'ici là? Tu te débrouilles. Débrouille-toi, fais ton Et truc. imagine l'engagement que t'as, qui du coup est égal à 0. Bon, après, quand c'est un stage, faut que tu valides ton diplôme, mais t'as pas trop le choix, donc du coup, tu subis. Mais, et ça, c'est le cas de plein de gens. Quand tu parles d'onboarding, il y a beaucoup, ça se passe où il y a rien. Et c'est terrible. C'est trop intéressant que tu parles d'un date parce que pour le coup, on est là-dedans, on est dans une rencontre entre deux personnes qui vont devoir se plaire. Exactement. Et tu sais, il y a vachement ce côté où avant, l'entreprise, elle était un peu moi, j'ai pas besoin de plaire. Bah, en fait, si t'as besoin de plaire aussi, parce que surtout pour le coup, si le date il se passe mal, bah bisous bye bye quoi. On est dans un monde où là les gens tout le monde est en train de péter des câbles, de changer de job et autres. T'as des métiers qui sont en tension où les gens ils savent qu'ils peuvent aller ailleurs sans aucun problème et du coup bah la boîte aujourd'hui ne peut plus rater son onboarding. Et du coup toi est-ce que t'as plutôt que des mauvais exemples, des bons exemples à donner? Tu parles en plus, tu travailles avec plusieurs clients en parallèle, donc c'est intéressant pour toi d'en avoir un ou deux dont tu peux me parler, voire même chez l'Étincelle si vous avez des choses dont vous êtes fiers. Je suis chaud d'avoir 2-3 exemples de pourquoi c'est bien en fait ce que t'as vu toi, ce que t'as pu observer en bien. Ouais, carrément. J'ai un bel exemple à partager. Nous, on travaille pour le groupe Longchamp. On travaille pour Longchamp Industrie, donc la partie plutôt prod de Longchamp. On a bossé avec eux sur leur onboarding et en fait, c'était super intéressant parce qu'ils ont une approche de se dire on va accepter que vous veniez questionner les collaborateurs sur c'est quoi leurs envies, c'est quoi, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées au moment où ils ont fait leur onboarding. Et cette recherche un peu utilisateur, moi je l'associe un peu à du design, je la trouve super intéressante parce que ça permet de se dire bah, en fait, c'est quoi les véritables points d'attention que j'ai et de pas se dire ce que je pense en tant que RH c'est et tu te bases sur vraiment des faits. Donc ça, je trouve ça ouf. Et après, ils ont une démarche qui a été de dire dans notre onboarding, on veut vraiment instiller notre culture d'entreprise parce que c'est pas forcément simple de faire partie d'un gros groupe qui a des grandes valeurs, qui a un historique, etc. Et en fait, il y avait ce besoin vraiment d'acculturer les nouveaux employés à ce modèle-là. Donc, c'était super intéressant de se poser la question de d'une part, comment on va faire en sorte que tout le monde ait le même onboarding. Ils ont 4 sites de prod, donc en même temps, il faut faire un truc un peu commun. Comment on fait pour que toutes les personnes aient un peu de l'histoire de Longchamp et qu'ils puissent un peu s'y acculturer. Et ensuite, comment on peut faire en sorte aussi que les managers ou les recruteurs ils puissent utiliser un process qui est simple. Parce qu'aujourd'hui, tu as aussi la tendance à dire on pourrait tout complexifier, entre guillemets, faire des choses de malade, mais en même temps beaucoup trop complexes, et il faut que ça reste simple. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant comme exemple à prendre, parce que cette démarche d'attention des collaborateurs déjà en place sur quelles sont les difficultés que vous avez vécues, en fait, elle a drivé après toute la suite du process et tout ce qui a été établi. Donc je pense en tout cas que c'était la bonne manière de faire et ça porte ses fruits aujourd'hui puisque le process qui a été mis en place, au final il correspond aux attentes des gens et les gens quand on leur a présenté, puisque les groupes de travail qu'on avait pu avoir avec eux, on leur a représenté le process derrière, ils étaient super heureux de se dire qu'ils avaient en plus participé à un projet. Il y a un côté hyper engageant pour eux. Et puis le process était simple, donc ça c'est ce qui plaît le plus aussi à ce niveau-là. Ouais, la mise en place a été, vous avez fait du bottom-up en demandant aux gens ce qu'ils voulaient, et 2, c'était collaboratif, ils ont été du coup à mettre en place, donc forcément l'adhésion après l'onboarding est beaucoup plus forte. Et tu trouves des ambassadeurs. Exactement. Il y a des ambassadeurs. Nous dans les entités, on sait qu'on a pris des gens qui étaient un peu sur tous les sites en se disant ça on va avoir un groupe qui est le plus hétérogène possible et on n'aura pas ce sentiment d'avoir mis de côté entre guillemets un des sites. Et ce que je trouve dingue, c'est que du coup on a créé des ambassadeurs qui de eux-mêmes ont été partagés avec les managers de leur site qui n'étaient pas forcément associés au process vous allez mettre en place un truc qui est cool, n'hésitez pas. Et ça, je trouve ça au final 1000 fois plus porteur que si on l'avait fait en soum soum avec juste une presse en vous disant voilà le process et puis ouais, si t'avais imposé en fait les choses sans rien derrière. Ok, très clair. Du coup là les deux choses qui marchaient, donc c'est t'as faire du bottom up, du bottom up, et 2 faire du collaboratif et impliquer les gens, et donc qui deviennent du coup des ambassadeurs et qui du coup t'aident en fait à diffuser, et c'était relais de diffusion de ton onboarding. Est-ce que t'as d'autres exemples à nous donner de clients ou l'autre exemple qu'on pourrait donner, moi j'aime beaucoup l'exemple de l'Étincelle parce que je trouve que le process il est assez bien rodé aujourd'hui. En fait, on a eu une manière de procéder, on a retravaillé dessus à partir de mars dernier, donc c'était assez récent parce qu'avant on était sur un process qui était
pas forcément adapté, ou du moins qui répondait pas forcément aux attentes. Et on a su s'en rendre compte. Moi, quand je suis arrivé en janvier, j'ai eu un process qui était un peu freestyle, et on s'est dit on va remettre du cadre à tout ça. C'était cool. Et en fait, je pense que le process aujourd'hui il est intéressant parce qu'on vient utiliser les outils qu'on a de base pour créer un onboarding qui est vraiment hyper engageant. C'est-à-dire que le manager fait un suivi de ouf pendant le pré-boarding. On a des managers qui sont au top, qui vraiment prennent soin, qui font du lien. Alors on n'a pas mis trop de guidelines parce qu'on s'est dit que les managers qu'on avait en tout cas étaient assez raisonnables là-dessus. Donc libre à eux et à elles de faire comme ils veulent, quoi. Mais juste prenez le temps de faire le lien. On a rajouté ce petit mail un peu template parce qu'il y a eu cette notion de ouais, mais la dépense de temps que je vais avoir, ça m'empêche de faire d'autres choses, et du coup comment on fait, etc. Bref, on a automatisé des trucs parce que on est des fous d'automatisation et de Notion et de tout ce qui de Airtable et de tout ce qui peut s'en suivre. On a fait un petit mail à J-3 en mode voilà, pour te nourrir il y aura ça, quand tu vas venir il y aura ça, ton premier jour il va se passer ça. Tu restes sur le cerveau reptilien, quoi, à la base. On est vraiment parce qu'en fait t'es sur des besoins primaires. Quand t'arrives, tu te dis juste qu'est-ce qui va se passer, donne-moi les premiers éléments. Donc voilà, on a mis ça en place. Et ensuite, ce que je voulais te partager et qui est là pour le coup hyper intéressant, c'est on a mis en place un outil de discussion entre le manager et le collaborateur. En gros, on a créé une page Notion qui est la même pour tous les gens qui arrivent. Et dans cette page Notion, on a rajouté 5 questions auxquelles tu vas devoir répondre chaque semaine. Et en fait, dans ces questions-là, en fait, on va créer l'échange. C'est-à-dire que la personne, le nouvel arrivant, du coup, il va devoir remplir, lui, ces 4 questions. Et le manager, il va devoir aussi remplir une question. Et en fait, ces questions-là, elles permettent pour moi de stabiliser l'onboarding. C'est-à-dire qu'on vient se faire des feedbacks mutuels. Moi, je viens de faire des feedbacks sur ce que j'ai vécu. Et toi, tu me fais des feedbacks sur moi, comment je suis et comment j'ai agi. Et en fait, ce truc-là, il est hyper plébiscité par les nouveaux arrivants qui nous disent, en fait, ouais, au moins on est au clair avec tout ce qui se passe. Si j'ai des besoins, si j'ai des manques au niveau de la formation, tu y réponds hyper rapidement. On se parle, on échange, et on n'est pas dans un tunnel, le manager dans son tunnel et le nouvel arrivant un peu perdu dans son tunnel aussi. On est sur vraiment un lien, et on le formalise aussi au-delà de l'échange écrit. On le formalise aussi avec un échange oral par semaine, en se disant voilà, il faut faire le point, et puis c'est déjà ça permet de reprendre l'écrit et de se mettre bien d'accord sur ce qui a été posé. Trop bien. Ça, je trouve que c'est un truc en tout cas qui est hyper applicable, et ça manque parfois dans les onboarding où on est un peu lâché, et au final, même pour les RH, on n'a pas de data et on peut pas bosser derrière. Il faut que tu t'assures qu'à la fin, tu as une satisfaction derrière, et que les deux personnes soient contents, en fait. Enfin, manager et manager se disent ouais, je suis content de notre recrutement, quoi. Clairement. Trop bien. Là-dessus, c'est ça que je regardais sur mon ordi, c'était pour te trouver un truc que je trouvais pertinent. J'ai lu un article l'autre jour où tu as une question qui pose au bout de 6 mois. Ils disent, basé sur les performances des 6 derniers mois de ton équipe, est-ce que tu pourrais recruter cette personne une nouvelle fois aujourd'hui sans aucune hésitation ? Ou est-ce que du coup tu ouvrirais un process pour trouver mieux? Et du coup, c'est quelqu'un qui explique que c'est sa manière, en fait, la plus efficace de savoir si le recrutement est réussi. Tu vois, on parle beaucoup de time to hire, cost to hire, etc. dans le recrutement. Et en fait, l'onboarding va être la confirmation de est-ce que tu as fait un bon boulot en tant que recruteur. Et du coup, donc là, il t'explique qu'en fait, c'est sa question, c'est est-ce que tu recruterais cette personne les yeux fermés, du coup 6 mois après. Et en fait, tu as bien clôturé ton onboarding au final, tu vois. Et donc là, ce que tu dis, ça permet de ça parce que tu as des échanges qui se font au début, et du coup, tu t'assures que moi, manager, je suis content de la personne que j'ai recrutée, et toi, manager, tu es content du coup d'arriver et de dire ouais, c'est bon, c'est ce que je voulais et ça me convient. Donc ce que tu dis, c'est hyper utile pour ça, en fait. Puis je trouve ça hyper intéressant que le recruteur il reprenne une place en fin de process. C'est un peu pour valider le fait qu'il est là. Il est là au début, il est là pendant le pré, il est là pendant l'onboarding, même s'il est un peu à distance, mais ça reste un point de contact intéressant pour le nouvel arrivant parce que c'est lui qui l'a eu en premier. Et moi, je suis persuadé d'un truc, c'est que la fin de l'onboarding et du coup c'est un peu cet entretien de clôture de l'intégration, elle doit se faire par le recruteur parce que c'est un espèce de cycle qui se ferme. Et c'est lui qui a un lien plus fort, en fait, que les RH aussi. Et puis lui, il a besoin de ces données-là, tu vois. C'est des questions qui lui vont l'intéresser parce qu'il sait qu'il va devoir peut-être rebosser des choses ou qu'il va devoir imaginer des solutions. Et cette partie data, du coup, tu parles de data driven, il y en a qui le sont effectivement. Je pense que pour la création de data, du coup, cet entretien de fin d'intégration, il est hyper important. Bien sûr. Et au-delà de l'entretien, je pense que c'est important de le formaliser aussi. C'est-à-dire, ça peut être sous la forme d'un questionnaire sur lequel tu viens échanger en entretien. Ça peut être, tu vois, on imaginait balancer un typeform à la fin en disant, tu le remplis. Après, on échange sur les résultats que tu as pu poser. S'il y a des trucs où tu as mis 2 étoiles sur 5 à l'échelle, viens, on les questionne et on va un peu plus loin, tu vois. Donc moi je suis persuadé qu'il y a un espèce de truc cyclique où le recruteur il doit du début à la fin être sur un acte de présence
un acte de présence même engagé. Ouais, jusqu'à ce que ça soit finalisé, cette petite partie, et du coup avec toutes les parties prenantes, et du coup on va y venir sur comment du coup on fait l'onboarding, et tu vois là chez Clearup on avait mis ça en place où on avait justement au bout de 3 mois pour sceller en fait la période d'essai, est-ce qu'on renouvelle ou est-ce que du coup c'est bon, t'es tranquille, t'inquiète, tu peux faire un prêt bancaire, ta période d'EV est pas renouvelée, et du coup on avait le manager de la personne qui arrivait et le recruteur ou la recruteuse, et du coup ce trio en fait faisait une sorte d'oral si tu veux, de grand jury, et du coup la nouvelle arrivante au bout de 3 mois devait présenter ce qu'il lui avait, enfin c'est un mix entre rapport d'étonnement et évaluation de l'onboarding. Okay. Et du coup à la fin justement les 3 personnes pouvaient du coup parler, donner leurs sentiments, et en fait c'était trop mignon, c'était bisounours, tu vois, chacun du coup explique ce qui marche pas, et t'as rarement ces temps là à l'onboarding. Du coup ce que tu dis en fait ça rentre à fond là-dedans, où tu permets aux nouveaux justement de te dire bah voilà, je te dis à toi manager ce qui va pas, et toi tu me dis ce qui va pas, et on se met d'accord oui ou non si on continue de période d'essai ensemble. En fait c'est pas un acte unilatéral qui sort de nulle part. Ah c'est bon d'ailleurs Jean-Michel, ta période d'essai elle est renouvelée, elle est validée. Ok, merci. Tellement, il y a un peu un truc de fête en plus autour de ça. Ça se célèbre, c'est important. C'est cool. Ouais. Et moi on en avait parlé un peu chez Longchamp parce qu'ils ont mis en place la pratique du café. En fait, tu obliges ton manager à prendre un café et à échanger un peu de manière informelle et après de manière formelle sur on concrétise ta période d'essai, c'est cool. Ce feedback d'intégration, je me dis en fait quand même il y a un truc de l'ordre de si tu le fais avant la fin de cette période d'essai, attention à la pression que tu viens mettre sur la personne que tu as recrutée, parce que du coup ça va lui demander un peu de parler alors qu'elle n'a pas la sensation d'être complètement validée. Donc moi il y avait ce côté, je pense que l'entretien de fin d'intégration il doit arriver vraiment à un timing où il n'y a plus de pression, où la période d'essai elle est vraiment terminée. Et par contre sur la question du manager présent à l'entretien ou pas, moi je trouvais ça cool qu'il y ait le recruteur qui est un peu une personne tierce, où t'as pas ce rapport de hiérarchique, milieu. Il y a un peu un côté confiance en plus qui s'est fondé parce que il t'a fait confiance en rejoignant. Il y a plus de pression, tu vois, tu dois rien à cette personne. Bah ouais, c'est ça. Donc mais je trouvais hyper intéressant de dire comment tu peux faire un peu un trio et orienter l'entretien pour que ça serve aussi le manager, parce que peut-être lui aussi il a des écueils et du coup c'est pas forcément le retour c'est pas le recruteur n'est pas forcément responsable de ça. Si et seulement si la culture se prête à ça, et c'est une culture où tu as de la psychological safety, où du coup tu te sens bien et que tu peux tout dire. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est quoi du coup toi les conseils, admettons là quelqu'un qui est en train de dire tiens ça tombe bien, je vais refaire mon onboarding de A à Z, je vais recommencer, comment tu t'y prends pour faire ça de A à Z? C'est quoi les parties prenantes, qui est en charge de quoi? Je pense que le rôle de chacune et de chacun, il est super important dans l'onboarding, et de bien le définir. Souvent, on a cette tendance à avoir des rôles qui sont un peu poreux. Et du coup, tu te retrouves avec des fois des actions où mais c'était pas toi qui étais censé le faire. Ah bah si, en fait, mais je l'ai pas fait parce que je pensais que c'était toi. Bref, pour moi, le manager déjà c'est le garant de la bonne intégration au sein du service et de la montée en compétences. Donc en gros, il doit s'assurer que la personne, quand elle va arriver, donc sur la partie pré-boarding et sur l'onboarding, elle est bien dans le service, elle se sent bien intégrée au groupe, et en même temps dans sa montée en compétences on va valider des points, parce qu'il y a quand même un acte de formation où quand tu arrives tu dois aussi, même si le métier que tu faisais avant elle-même, forcément il faut évaluer un peu la montée en compétences, et ça c'est super important. Les RH là-dessus, je pense qu'ils sont vraiment garants du process d'intégration et de l'onboarding, mais plutôt RH. Moi je les mets plutôt sur la partie admin, parce que je considère que le recruteur doit avoir une part importante dans le processus d'onboarding en tant qu'acteur principal, donc je les décale un peu à côté. Pardon pour les RH. Pardon pour les RH, mais les RH vous adore. Non, mais je pense que c'est important de redonner un peu là où on peut avoir tendance à se dire le recrutement il s'arrête parce que j'ai fait l'offre et c'est terminé. Je pense que c'est intéressant de se dire en fait ce lien-là il faut le faire perdurer, parce qu'au contraire il est fort, il est émotionnellement fort parce qu'on s'est dit oui sur un accord commun, et du coup pour moi le recruteur il doit reprendre un peu sa place là-dessus. C'est un vrai sujet. Et du coup le recruteur c'est le premier point de contact et c'est un peu ta référence, donc c'est presque un buddy un peu informel parce qu'il va être à côté, mais je le trouve, en tout cas je trouve que le rôle du recruteur il est assez central dans ce process. Et enfin on peut parler du buddy. J'aime pas trop le nom de buddy parce que le buddy pour moi un peu tout et rien dire, c'est un peu le nom que tu veux en fonction de ton référent, ta référente quoi, un peu que tu aurais. Ouais, je me dis il y a souvent dans les boîtes, et c'est quand même assez cool d'avoir quelqu'un qui est pas forcément de ton service ou qui fait partie de l'entité, mais tu peux aller lui poser tes questions un peu quand t'en as, et t'as pas ce sentiment de déranger quand tu vas le voir. Tu sais, on a souvent cette tendance à dire tiens toi tu vas être buddy. Mais je pense qu'il faut sélectionner le buddy. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour l'être parce qu'ils vont avoir cette culture un peu sociale, ils vont avoir cette attitude en tout cas qui est très imprégnée de la culture, ou qui arrive bien à la transmettre en tout cas. Donc je pense qu'il faut sélectionner un peu les gens qui sont buddy, et pas se dire un peu démarche foutoir de ça serait toi le buddy et puis débrouille-toi avec.
Il y a trop de boîtes aujourd'hui où on l'impose, les buddies. T'en as où c'est genre la dernière arrivée, ou le dernier arrivé va être le buddy du prochain ou de la prochaine. Si t'as quelqu'un qui a pas envie de faire ça et qui est pas bon côté social, qui a pas d'intelligence émotionnelle, c'est chaud quoi. Mais il y avait, je crois que je sais plus quelle boîte c'était, mais j'avais entendu parler d'une boîte qui faisait des sélections. C'est un peu, ils envoyaient un questionnaire à toute la boîte en mode est-ce que vous voulez être buddy, et après ils faisaient passer un peu des entretiens. Mais je trouve ça marrant. Dans le sens où ça me paraît un peu gros, mais je trouve ça intéressant de se dire est-ce que les gens sont faits pour être buddy ou pas, parce qu'en fait on se rend compte que ça a un impact quand même sur les gens. Tu donnes de l'importance au rôle quoi du coup. Tu lui donnes déjà un rôle, c'est-à-dire que tu écris un truc où le buddy va être chargé de ça, et en plus de ça tu vérifies que la personne elle va bien avoir un impact sur celle qui va arriver. Et ça c'est hyper important parce qu'on peut avoir des buddies si le gars s'en fout, le gars ou la fille s'en foutent, tu vas pas avoir d'impact sur ton nouvel arrivant donc. Tu me donnes une idée en disant ça, on pourrait même penser qu'on pourrait incentiver d'un point de vue budget, monétaire en fait, les buddies, tu vois, genre c'est un rôle qui te prend du temps en plus de ton boulot, et tu vois, je sais pas, on te fait une prime ou je sais pas, on t'offre par exemple en cadeau, t'auras droit à un gastro avec un restaurant gastronomique, tu vois, avec ton onboardé et autres, et tu peux imaginer un système où en fait t'as vraiment une envie de le faire, outre ta bonne volonté et ton envie de parler aux gens, vraiment c'est un rôle à part qui mérite une responsabilité à part, et donc t'as le droit à t'es récompensé derrière, tu vois. Ouais, mais il y a carrément un truc de l'ordre de la mission. Ouais, je trouve l'idée en tout cas intéressante de se dire on rajoute une mission à une personne, donc venons récompenser ça. Et tout travail mérite salaire, donc pouf. Ouais, et puis au-delà du salaire, je pense que si c'est inscrit dans la culture et si c'est ça peut être je parle du gastro, on a fait un espèce de burger quiz d'où pour notre séminaire, les gagnants ont gagné un gastro. Je trouve ça cool de se dire, en tout cas pas un gastro mais un resto, je trouve ça cool de se dire on va récompenser d'une manière un peu tierce parce que financièrement ça peut être intéressant pour certains, mais il y a un côté un peu comment dire ça, il y a un côté un peu très culturel à dire que tu vas faire quelque chose de l'ordre pas forcément du monétaire et de l'ordre vraiment du et c'est social, ça plus, crée du lien, c'est chouette. Trop bien. Admettons, donc là on a suivi tous tes conseils depuis le début, on a mis tout ça en place, on fait un bond dans le temps, dans 3-6 mois, c'est bon, ce sera du coup l'été encore. Comment t'évalues, c'est quoi les KPI que tu vas avoir en place pour voir si ton onboarding il marche ou pas? Est-ce que déjà c'est possible? Et si oui, comment tu l'évalues? C'est compliqué, mais je pense que tous les recruteurs et tous les RH savent, c'est compliqué d'avoir des datas sur l'onboarding. Moi, je reviens à mon histoire de questionnaire. Je vais passer pour le casse-pied de service, mais je pense que c'est bon de créer de la data à partir de rien. Et du coup, ce questionnaire, avec un petit nombre de questions, on va pas oublier d'en avoir plein, mais ça fait office de KPI parce que du coup, ça te permet de jauger d'une année à l'autre si tu as augmenté en termes de satisfaction. Ça peut être un INPS, tout simplement, avec une échelle de 1 à 10 sur est-ce que vous êtes satisfait ou vous recommanderiez de pratiquer, de faire l'onboarding, en tout cas de telle entreprise. Je trouve ça intéressant de poser en tout cas des jalons et de se dire avec ces chiffres-là on va pouvoir voir d'une année à l'autre si ça s'améliore ou non, et ça déjà c'est génial. Et après en termes de données, on n'est pas sur des KPIs purs, mais je pense que les données qualitatives aujourd'hui elles sont sous-cotées. Ça peut être du verbatim, ça peut être de l'ordre d'une émotion qui a été ressentie, ça peut être bref, toutes ces données-là elles sont aussi à capter et à en faire quelque chose parce qu'elles disent des choses et on n'est pas simplement sur de l'intangible. On a souvent tendance à dire le quali c'est pas intéressant, mais en fait c'est tout aussi, moi je trouve ça en tout cas tout aussi intéressant que le quanti. Donc je pense que ça fait partie des KPIs. Et après sinon ça va être sur les RH classiques, je vais dire, le taux de turnover sur les 6 premiers mois, bien évidemment, je vais pas refaire le monde là-dessus, mais ça me paraît être quand même quelque chose de très important. Les taux de turnover aussi sur les premières semaines qui là pour le coup vont normalement évoluer si tu mets en place quelque chose de vraiment impactant, et après du coup ce questionnaire qui viendra t'apporter aussi d'autres données que simplement des données RH pures. Ok. Est-ce que tu pourrais aussi faire en plus de ces données-là, c'est une question que je te pose, j'ai jamais mis en place, je me dis ça pourrait marcher, tu sais, les gens qui font toutes les semaines un peu des pulse surveys où du coup tu demandes aux gens comment ils se sentent, tu pourrais du coup faire un test avant et après la mise en place d'un onboarding structuré et voir du coup si les gens pendant les 6 premiers mois avant du coup comment ils se sentaient et pendant les 6 premiers mois après comment ils se sentaient. Est-ce que si dès que l'onboarding est là, dès la première semaine par exemple, tu vois des questions comme est-ce que vous vous sentez en accord avec les valeurs de votre boîte, en théorie si l'onboarding est bien fait, ça arrive beaucoup plus tôt. Il y en a ça arrive beaucoup plus tard au final. Est-ce que tu te sens heureux dans ton travail? Est-ce que du coup tu sens que tu as les capacités de le faire? Ça pourrait être un KPI en plus, tu penses ça, ou faut que la boîte soit équipée? Mais ça pourrait être un KPI en plus. Après faire attention à ces premiers surveys où t'es un peu sous pression quand même. Donc tu sais que t'es observé. Et je me dis pour une personne qui est encore en préavis, enfin qui est pas encore en préavis mais qui est encore en période d'essai, tu vois, il y a un peu un questionnement autour de est-ce que la data elle est vraiment valide ou non. Et du coup je me pose la question de quel sera l'impact vraiment sur
je sais pas, je me dis il y aura trop moyen de mentir et de dire je me sens super bien, c'est génial, juste parce que tu veux aussi. Tu veux rester. Ouais, exactement. Ceci est anonyme, enfin du coup tu peux, mais en fait Si tu c'est peux toujours anonyme, croiser par rapport à la date d'arrivée et tu peux trouver potentiellement les gens qui sont anonymes, Ouais, malheureusement. Mais... J'y ferai attention en tout cas. Ok. Après, je trouve hyper intéressant le fait de dire la data, on va pas la créer à un moment. Ouais. Pour moi, elle se crée tout au long parce que du coup, Ouais. avec tes points d'échange, etc., tu vas capter des choses. Mm-hmm. Mais c'est intéressant de se dire comment on peut aussi, au fil de l'eau, récupérer des infos et se dire que ça a un véritable impact en fait sur ma boîte, quoi. Ok. Écoute, trop bien. Merci du coup pour tous ces conseils que tu viens de donner. Je te propose du coup de te donner une dernière question avant qu'on passe aux 3 questions qu'on pose à tous les invités qui passent derrière le micro de Tam Tam. Let's go. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qu'on vient de dire avant que je te pose ces 3 questions evergreen? Bah écoute, c'est pas forcément quelque chose à rajouter, mais quelque chose à marteler. Ok. Moi, je suis passionné par tout ce qui est question de culture d'entreprise et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on met trop souvent de côté le fait que l'onboarding et cette partie d'intégration, c'est une intégration hyper sociale et hyper culturelle et on a tendance à faire des onboardings qui sont un peu machinisés et un peu... le job, les RH. Le job, Ouais. la prod et au final, on la centre pas assez sur un rôle qui est de sociabilisation avec le groupe et avec l'entreprise. Et je pense qu'on doit remettre un peu de l'ordre là-dessus en disant dans la dynamique actuelle du marché, il faut se poser ces questions de comment je viens de distiller ma culture et ça c'est hyper important, donc c'était juste le truc que je voulais remettre en avant. Donc voilà ce que je peux dire en tout cas. Ouais, non, mais c'est très vrai ce que tu dis et souvent, quand tu demandes aux gens d'ailleurs ce qui leur a manqué au début, ils vont te dire ça. En fait, j'aurais bien aimé connaître mes collègues, comprendre un peu mieux la culture, l'historique, parler éventuellement, tu vois, aux fondateurs, fondatrices des boîtes pour arriver vraiment à me mettre à leur place. Et du coup, ce que tu dis est très vrai et ça confirme en fait ce que moi sur le terrain j'ai pu observer comme remontée en post-onboarding justement de ce qui était manquant. Du coup, pour conclure cet épisode, j'ai 3 petites questions à te poser que je pose à tous les invités qui passent, tous et toutes les invités qui passent derrière ce micro. La première, si tu devais donner un seul conseil à une personne aujourd'hui qui recrute, ce serait quoi du coup ton conseil? J'ai un conseil un peu dur. Moi, j'ai mis arrêter de penser juste au closing. Je pense à moi en tant que recruteur quand j'ai recruté, mais j'ai recruté pendant 3 ans. Ouais. Moi, je pensais vraiment juste au closing et je me disais, ok, le taf est fait à partir du moment où Parce que tu étais en cab aussi, du coup, donc tu voyais pas les gens évoluer. J'étais en cab, même en entreprise. Ok. Je me disais, ok, il faut que j'arrive à clore le sujet. Et une fois que j'ai clos, j'ai rempli ma mission, j'ai terminé. Et en fait, aujourd'hui, en tant que recruteur, je me dis, il faut arrêter de penser juste au closing et se dire qu'en fait, le recrutement, il continue un peu après et il s'arrête pas simplement à la signature de l'offre, il va plus loin. Et même en cap, parce qu'au final, tu fais ton suivi de période d'intégration et quand tu fais bien ton boulot, oui. Quand tu fais bien ton boulot. Ouh là là là, on va taper sur le recruteur de cab après. Non, mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Deuxième question que je te pose, alors je te souhaite que ça n'arrive pas, mais admettons demain, par un malheureux accident, tu te retrouves sur une île déserte. Tu as droit à 2 objets. Objet numéro 1, c'est un tam-tam. Pour te donner de l'espoir et de la joie quand tu es triste sur ton île déserte tout seul. Deuxième objet, qu'est-ce que tu prends? Ça peut être un objet en lien avec le recrutement ou pas, ça peut être un livre, ça peut être un CD, ça peut être un DVD, une cassette, une VHS. Qu'est-ce que tu prends? Non, je prends le podcast Tam Tam bien évidemment dans mes oreilles. Non, je rigole. Non, je pense que je prends un livre qui m'a marqué, qui est pas forcément lié au recrutement, en même temps je fais énormément de liens avec. Ce livre, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Je l'ai lu régulièrement et je l'ai relu pour préparer le podcast parce que voilà, quand j'ai pensé à un objet, en tout cas j'ai pensé à ça. Et en fait ça me drive de fou parce que je me dis à chaque fois, les gens aussi ils ont cette peur de l'expérimentation, du fait de tenter. Et dans cette partie onboarding, c'est un peu le moment où tu peux tenter des choses. Là où un processus de recrutement, il a besoin d'être structuré avec des entretiens qui sont carrés, avec une approche qui est très précise. Dans l'onboarding, tu peux te permettre d'expérimenter des choses. Et je pense que l'échec te permet aussi de te dire, il faut que j'améliore les choses. Et aujourd'hui, à l'étincelle RH, c'est vraiment comme ça qu'on avance. Chaque fois, moi, je pose les questions aux nouveaux arrivants en disant, comment on aurait pu faire en sorte que pour toi, l'expérience elle soit meilleure. Et on sait qu'on s'est planté des fois. Et ça fait du bien parce qu'en fait, on sait qu'on évolue derrière. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je dirais les vertus de l'échec. Trop bien. Est-ce que tu dis d'essayer des choses, c'est de faire du tentage de trucs. Qu'est-ce que... c'est magnifique, hein, belle passe décisive. La troisième question, du coup, je l'ai appelée Balance ton tam-tam. Le but, tu sais, de ce podcast, c'est de mettre en avant des gens qui font des choses de ouf en lien avec le recrutement. Et soit qu'on entend déjà, mais pas assez, soit qu'on n'entend pas du tout. Tu vois, j'ai eu plusieurs personnes c'était leur premier podcast. Du coup, je trouve ça trop chouette de pouvoir faire ça. À la base, je voulais appeler le podcast première fois à la place de Tam Tam, mais c'était un peu bizarre première fois, donc du coup j'ai préféré Tam Tam, c'est plus musical. Est-ce que du coup tu as 1-2 personnes à me recommander que tu aimerais entendre derrière ces micros?
Ouais, tu fais effectivement bien la passe avec le tentage de trucs. La première personne dont je vais te parler, c'est Carole David, qui est une ancienne de l'étincelle RH, hein, pour le coup, qui est partie depuis maintenant un an et demi, même 2 ans, je dirais, et qui est experte en tentage de trucs. Moi, Carole, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que déjà, elle a cette approche hyper centrée utilisateur. Elle a fait beaucoup de trucs sur la user research et je trouve ça hyper intéressant de se poser la question de comment le design il peut impacter les process RH et le recrutement, entre autres. Donc Carole, vraie valeur sûre à suivre, des posts c'est toujours super intéressant. Et la deuxième personne, c'est Charlène Emery, que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais que je suis et que je trouve hyper intéressante sur la partie marketing RH, sur tout ce qui est inbound, et ça rejoint un peu toutes ces notions dont on parlait tout à l'heure de culture et d'expérience candidat et collaborateur, parce qu'on est un peu à la croisée des mondes là-dessus. Je pense que il y a elle a de super choses à apporter, en tout cas à des profils qui sont très experts et très techniques RH, de prendre un peu d'auteur et de se dire en fait il y a d'autres thématiques et d'autres oui, t'as plein de choses dont on parle qui sont pas le recrutement pur et dur, quoi. Et elle amène l'inbound, tu vois, comme la communication, comme le market, qui sont super intéressants à mettre dans les RH. Exactement. Mais auxquels on pense pas forcément. Et j'avais mis une troisième personne à laquelle j'ai pensé sur la route. Attention, celle-là tu l'as pas en plus, donc c'est une découverte. La troisième personne à laquelle je pensais, c'est Elisabeth No, qui travaille dans nos équipes à nous chez l'étincelle RH, qui du coup n'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux et qui poste pas régulièrement, mais qui est quelqu'un qui je trouve super intéressante parce que dans son approche et dans sa manière de faire, et notamment sur la partie recrutement, c'est quelqu'un qui vient beaucoup s'attarder sur la manière dont les gens vont réagir et la manière dont les gens vont s'acculturer, et en fait qu'il y a cette capacité d'observation sur différentes choses que moi je n'ai pas et que je trouvais incroyable, donc je voulais la mentionner là en disant c'est un truc de ouf. Et du coup, je la balance comme ça. Et ben, coucou à Elisabeth, Carole et Charlène, si elles nous écoutent. En plus, ce qui est très rigolo, mais du coup, évidemment, tu ne le sais pas au moment où on enregistre ce podcast, c'est qu'il y a un podcast qui a été enregistré juste avant, mais pas diffusé avec Carole. Et du coup, Carole est déjà présente dans Tam Tam. Mais du coup, vu qu'on est un peu là en mode retournement de temps, vu qu'en fait, c'est enregistré, mais pas encore diffusé, eh ben, tu pourras écouter Carole. Et les gens qui nous écoutent, eux, écouteront Carole avant toi. Donc, du coup, c'est assez cocasse. Quant à Charlène, il se pourrait bien, peut-être, possiblement, que nous enregistrions aussi un podcast ensemble. Donc 2 personnes de très grande qualité, et merci de me les avoir recommandées. Tu as donc définitivement du coup de bon goût sur des gens en recrutement, parce que c'est des gens auxquels j'ai pensé, et donc ça fait de toi quelqu'un qui a aussi des goûts de qualité, tout comme moi. Merci beaucoup Luc d'avoir été présent pour ce podcast. Je te remercie grandement, c'était vraiment très chouette cet épisode. J'espère que tu as apprécié. Tu n'as évidemment pas le droit de dire non, et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. À bientôt, bye. Salut. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Myriam, j'ai écouté ce podcast là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.